Cela faisait 3 nuits que ma femme, Élise, était morte, et 3 nuits qu'elle m'apparaissait en rêve, me suppliant de la sauver. Au milieu de la nuit, je me suis précipité au cimetière, et la scène d'horreur que j'y ai découverte ne m'a laissé d'autre choix que d'appeler la police. C'était déjà la 3e nuit, 3 jours et 3 nuits, que j'étais tourmenté par le même cauchemar. La scène de mon rêve ne mettait en scène ni fantômes aux dents acérées, ni monstres grotesques. C'était bien pire que cela. Un cauchemar si vif qu'à chaque réveil, mon dos et mon oreiller étaient trempés de sueur froide. Mon cœur battait la chamade, tel un tambour de guerre, et le sentiment d'impuissance et de douleur ressenti dans le rêve persistait dans tout mon corps, comme si je venais de le vivre. Dans ce rêve, je me trouvais devant la pierre tombale de ma femme, Élise, au cimetière du Père Lachaise. Le silence était total, seul le vent sinistre sifflant entre les cyprès se faisait entendre, un son lugubre. Le ciel était d'un noir d'encre, sans nuages ni étoiles. J'étais figé sur place, incapable de bouger. C'est alors que, des profondeurs de la terre, la voix faible et brisée d'Élise s'est élevée. « Julien, sauve-moi, s'il te plaît. » Cette voix ne semblait pas venir d'une bouche, mais s'insinuer directement dans mon esprit. Une voix à la fois si familière et étrangement lointaine. Elle était empreinte d'une terreur extrême, d'un désespoir absolu et du froid glacial de l'au-delà. Je voulais hurler. Je voulais courir, creuser cette terre noire pour retrouver ma femme, mais mon corps était pétrifié, ma bouche scellée. Je ne pouvais que fixer la pierre tombale, des larmes chaudes coulant sur mes joues glacées. Une douleur et une impuissance plus aiguës que des milliers de lames me dévoraient. Ma femme, que j'aimais plus que ma propre vie, ma douce Élise, devait subir quelque chose d'atroce sous cette terre froide. La première nuit, à mon réveil, je m'étais consolé en me disant que ce n'était qu'un mauvais rêve, né du manque terrible que j'avais d'elle. Cela faisait presque 1 an qu'Élise avait péri dans un terrible accident de voiture, mais la douleur était aussi vive qu'au premier jour. L'image de son corps froid sur le lit d'hôpital me hantait à chaque instant. J'avais organisé moi-même toutes ses funérailles. Pour qu'elle ne se sente pas seule dans son dernier voyage, j'avais glissé notre alliance la plus précieuse à son doigt froid. Je croyais que le temps guérirait tout, mais je me trompais. La 2e nuit, le même cauchemar s'est répété. Le même cimetière, les mêmes cris déchirants d'Élise. Cette fois, le froid était encore plus palpable. Ce n'était pas la fraîcheur de la nuit. C'était un froid qui émanait des profondeurs de la terre, qui pénétrait la peau et glaçait jusqu'aux os. À mon réveil, je tremblais de tous mes membres, et un sombre pressentiment a commencé à germer dans mon esprit. Ce n'était pas un simple rêve causé par le deuil. C'était une prémonition, un message sinistre. Et aujourd'hui, la 3e nuit, tout est devenu encore plus terrifiant. La voix d'Élise n'était plus faible. C'était un cri d'urgence, de pure terreur. « Julien, j'ai si froid, sauve-moi. Ils vont bientôt arriver, s'il te plaît. » Dans mon rêve, je sentais que je perdais la raison. Je criais, me débattais, luttant de toutes mes forces pour me libérer de liens invisibles. Finalement, je me suis réveillé en sursaut, assis droit dans mon lit, le souffle court. La chambre était toujours silencieuse, seule la faible lueur d'un lampadaire filtrait par la fenêtre. À côté de moi, ma fille de 5 ans, Chloé, dormait profondément, ses petites lèvres remuant dans son sommeil. La voir me brisait le cœur. Sans Chloé, j'aurais probablement suivi Élise il y a bien longtemps. Je suis sorti du lit et suis allé sur le balcon pour fumer une cigarette. La fumée blanche se dissipant dans l'air me rappelait la vie éphémère de ma femme. Pourquoi faisais-je ces rêves? Ils arrivent. Qui sont-ils? Que pouvait-il bien arriver à ma femme, 6 pieds sous terre? Des milliers de questions tourbillonnaient dans ma tête, m'empêchant de retrouver le sommeil. L'instinct d'un mari qui avait aimé sa femme au plus profond de son être me disait que ce n'était pas une simple hallucination. Quelque chose de terrible était arrivé, et je devais découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. J'ai tiré une longue bouffée de ma cigarette, mon regard perdu dans l'obscurité en direction du cimetière. « Élise, attends-moi » ai-je murmuré. « J'arrive. » Dès le lever du jour, je ne pouvais plus rester au lit. Les images et les sons du rêve me hantaient. J'ai préparé un petit déjeuner rapide pour Chloé, je l'ai déposée à l'école maternelle, le cœur brûlant d'anxiété. Au lieu de rentrer directement à la maison, j'ai pris la voiture et me suis dirigé vers le Père Lachaise. Il fallait que j'y aille.
Il fallait que je voie la tombe de mes propres yeux pour apaiser cette angoisse grandissante dans ma poitrine. Le matin, le cimetière était calme. On n'entendait que le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles dans la brise matinale. Le soleil illuminait les rangées de pierres tombales, créant un paysage à la fois paisible et mélancolique. Le cœur lourd, j'ai marché sur l'allée de gravier. Rien ne semblait avoir changé depuis ma dernière visite. Quelques jours plus tôt, arrivé devant la tombe d'Élise, je me suis arrêté net. Bien que le soleil fût déjà haut dans le ciel, un frisson glacial a parcouru mon échine. La tombe était intacte. La stèle, gravée de son nom et de ses dates, était propre. Le bouquet de lys blanc que j'avais déposé la dernière fois était juste un peu fané. Tout semblait parfaitement normal. J'ai poussé un soupir de soulagement, me reprochant ma sensibilité et ma faiblesse. Ces rêves n'étaient sans doute que le fruit de mon imagination. Je me suis penché pour arracher quelques mauvaises herbes qui avaient poussé autour de la tombe. C'est alors que quelque chose de brillant, reflétant la lumière du soleil, a attiré mon regard. C'était là, posé sur l'herbe verte, juste au pied de la stèle. Mon cœur a raté un battement. Je me suis agenouillé lentement et, de mes mains tremblantes, j'ai écarté l'herbe. C'était un bracelet en argent. Non, ce n'était pas possible. Ce n'était pas un simple bracelet. C'était celui que j'avais offert à Élise pour notre 5e anniversaire de mariage. Un fin bracelet d'argent orné de petites feuilles de lierre délicatement ciselées, avec un petit médaillon au centre gravé de nos initiales. Je me souviens encore de sa joie le jour où je le lui ai offert. Elle m'avait serré dans ses bras, en me disant que c'était le plus beau cadeau qu'elle ait jamais reçu. Depuis ce jour, elle ne l'avait jamais enlevé, même pour faire le ménage ou pour dormir. Et ce jour funeste, le jour de son adieu, c'est moi qui avais remis ce bracelet à son poignet froid. Je lui avais murmuré, « Ce bracelet te tiendra chaud et veillera sur toi à ma place, pour que tu n'aies ni froid ni peur. » J'en étais certain à 100%. Ce bracelet avait été enterré avec elle. Ce n'était pas une illusion, mais alors pourquoi? Comment se retrouvait-il ici, maintenant? Sur la terre, j'ai ramassé le bracelet, le poids familier et le contact froid du métal dans ma paume. Le bracelet brillait encore, juste un peu sali par de la terre humide. Mon esprit s'est embrouillé, toutes sortes de pensées folles me traversaient. Des pilleurs de tombes? Mais pour voler un simple bracelet en argent, c'était absurde. Ou alors, Élise aurait-elle, d'une manière ou d'une autre, réussi à le faire remonter à la surface? Cette idée m'a donné la chair de poule. C'était insensé. Je me suis effondré sur le sol, serrant le bracelet dans ma main, fixant la tombe. 3 nuits de cauchemar, ces cris déchirants, et maintenant, ce bracelet. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Il y avait un lien. Ce n'était pas le fruit de mon imagination. C'était la réalité. Élise essayait de me dire quelque chose. Elle était en danger. Même enterrée 6 pieds sous terre, elle était en réel danger. La peur n'était plus abstraite. Elle avait pris une forme tangible, qui me serrait le cœur. Je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas la laisser comme ça. Aussi fou que cela puisse paraître, une décision ferme a commencé à se former dans mon esprit. Je devais exhumer le corps de ma femme. Abasourdi, j'ai repris la voiture pour rentrer. Sur le siège passager, le bracelet en argent d'Élise scintillait froidement aux rayons du soleil, me rappelant silencieusement l'événement surréaliste qui venait de se produire. Je serrais si fort le volant que mes jointures étaient blanches. J'essayais de mettre de l'ordre dans mes pensées confuses, mais plus j'essayais, plus tout s'en mêlait. Dès que je suis arrivé à la maison, j'ai claqué la porte et me suis laissé glisser contre elle, m'asseyant sur le sol. Comme cet appartement semblait vide et glacial, depuis le départ d'Élise, ce n'était plus un foyer chaleureux. C'était juste un espace où Chloé et moi survivions, jour après jour. Chaque recoin de la maison était imprégné de tristesse, tout me rappelait son visage. Sur la photo de mariage accrochée dans le salon, le sourire d'Élise était aussi éblouissant que le soleil du matin, mais pour moi, c'était maintenant une lame qui remuait une blessure inguérissable. J'ai ouvert la paume de ma main et fixé le bracelet. Les feuilles de lierre, le médaillon avec nos initiales, tout était si familier. J'avais touché ce bracelet à son poignet des centaines de fois. Une fois, le fermoir s'était cassé et je l'avais moi-même emmené chez le bijoutier pour le faire réparer avec précaution. Il ne pouvait en exister un autre identique dans le monde. Les cris d'Élise dans mes rêves résonnaient à mes oreilles.
J'ai si froid. Sauve-moi. Ils vont bientôt arriver. Qui était-il? Qui pouvait s'en prendre à une personne déjà morte? Et pourquoi Élise? Ma femme avait vécu une vie droite, sans jamais faire de mal à personne. Elle n'avait pas un seul ennemi de son vivant. Alors pourquoi quelqu'un profanerait-il son lieu de repos? Des pilleurs de tombes? Mais j'avais entendu dire qu'ils ne s'attaquaient qu'aux tombes récentes de familles riches pour voler des objets de valeur. Nous étions une famille modeste, et tout ce qu'Élise avait emporté avec elle, c'était quelques vêtements et de petits souvenirs. Ce bracelet avait une grande valeur sentimentale pour nous, mais sa valeur matérielle était dérisoire. Cette hypothèse devait être écartée. Alors, quelle autre possibilité? Une erreur lors de l'inhumation? Le bracelet serait tombé sans que personne ne s'en aperçoive, puis un employé du cimetière l'aurait trouvé, et, pour une raison quelconque, l'aurait déposé sur sa tombe? Cette hypothèse semblait un peu plus plausible, mais quelque chose clochait toujours. Pourquoi ne pas contacter la famille et le déposer sur la tombe? Et pourquoi cela arriverait-il précisément au moment où je faisais ces rêves étranges? Tout s'emboîtait avec une précision effrayante, comme si tout avait été orchestré. Mon intuition, à laquelle je n'avais jamais vraiment cru auparavant, me hurlait maintenant qu'un sombre complot était en cours. Élise ne reposait pas en paix. Quelqu'un troublait son sommeil éternel. À cette pensée, mon sang n'a fait qu'un tour. La tristesse et le manque se sont instantanément transformés en une flamme de colère. Je ne pouvais accepter le fait que ma femme bien-aimée ne trouve pas la paix, même dans la mort. Je me suis levé d'un bond, et j'ai commencé à faire les 100 pas dans le salon. La décision d'exhumer sa tombe est devenue plus forte que jamais. Je savais que c'était un acte qui choquerait, un acte contre la morale et irrespectueux envers la défunte. Ma belle-mère, très attachée aux traditions, s'y opposerait farouchement. Les gens chuchoteraient, me pointeraient du doigt en me traitant de fou, de déséquilibré. Mais tout cela m'était égal maintenant. La vérité sur Élise était plus importante que tout. Je préférais être maudit par le monde entier, plutôt que de laisser ma femme subir une injustice dans l'au-delà. Je devais voir de mes propres yeux si son corps était encore là ou non. Si je voyais Élise reposer paisiblement là-bas, j'accepterais n'importe quelle punition. Mais si le cercueil était vide, je ne voulais même pas y penser. Le reste de l'après-midi, je suis resté assis dans le salon, immobile, la tête sur le point d'exploser. La peur, la colère, la détermination et la confusion me déchiraient de l'intérieur. Que faire maintenant? Appeler la police? Que leur dirais-je? Que ma femme m'est apparue en rêve pour me demander de l'aide, que j'ai trouvé son bracelet sur sa tombe et que je pense que quelqu'un l'a profané. Ils me riraient au nez. Ils penseraient que le chagrin m'a fait perdre la tête. Personne ne croirait une histoire aussi absurde. Il n'y avait qu'une seule solution: agir moi-même, trouver la réponse de mes propres mains. J'ai regardé l'horloge. Il était bientôt l'heure d'aller chercher Chloé. Devant ma fille, je devais faire comme si de rien n'était. Mais au fond de moi, je savais que ma vie était sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre, un chapitre sombre, dangereux et plein de secrets. Après avoir récupéré Chloé, lui avoir donné son bain, son dîner et l'avoir mise au lit, je me suis enfin retrouvé seul face à mes pensées oppressantes. La maison était de nouveau plongée dans un silence effrayant. J'ai pris mon téléphone et j'ai longuement hésité. Je devais en parler à quelqu'un. Et la première personne qui m'est venue à l'esprit était ma belle-mère. Après tout, c'était la mère d'Élise, elle avait le droit de savoir. Mais je savais déjà quelle serait sa réaction. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration et je l'ai appelée. Après quelques sonneries, une voix a répondu. La voix de ma belle-mère était lasse, encore marquée par la douleur d'avoir perdu sa fille. « Allô, Julienne? Oui, c'est moi, maman. Vous avez dîné? » J'ai essayé de commencer la conversation de la manière la plus normale possible. « Oui, ton beau-père et moi venons de manger. »« Qui a-t-il? Chloé dort? »« Oui, Chloé dort. Maman, j'ai quelque chose à vous dire. » Ma voix a soudainement flanché. « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette voix si grave? Un problème au travail? » demanda-t-elle, un peu inquiète. « Non, c'est à propos d'Élise, maman. » Un silence s'est installé de l'autre côté du fil. J'ai entendu ma belle-mère soupirer. « Tu penses encore à notre fille? Mon garçon, les morts sont partis. Nous devons être forts, ne serait-ce que pour Chloé. » Ce n'est pas ça, maman. Ce matin, je suis allé sur la tombe d'Élise.
J'ai repris mon souffle et trouvé le courage de continuer. Et j'ai trouvé ça. Sur sa tombe. Trouvé quoi? Le bracelet en argent. Celui que je lui avais offert. J'ai entendu ma belle-mère haleter de surprise. Le bracelet avec les feuilles de lierre, comment peut-il être sur sa tombe? Je me souviens très bien l'avoir mis à son poignet moi-même lors de la mise en bière. Oui, c'est pour ça que je trouve ça si étrange. J'en suis absolument certain. Il a été enterré avec Élise. Et ce matin, il était là, sur l'herbe, juste au pied de la stèle. De nouveau, un long silence. Je pouvais imaginer le visage déconcerté de ma belle-mère. Après un moment, elle a dit d'une voix troublée. « Mon Dieu, comment une chose pareille est-elle possible? Peut être que quand tu le lui as mis, il était un peu lâche et qu'il est tombé lors de la descente du cercueil, sans que personne ne s'en aperçoive. Non, c'est impossible, maman. J'ai vérifié le fermoir moi-même. Et même s'il était tombé à ce moment-là, il serait au fond de la fosse, non? Comment aurait-il pu se retrouver sur l'herbe? La tombe a été scellée il y a 1 an. Je lui ai aussi parlé des rêves étranges des 3 dernières nuits, des cris d'Élise. J'ai tout déballé d'un trait, comme si j'avais peur de perdre mon courage si je m'arrêtais. Quand j'ai eu fini, la voix de ma belle-mère a commencé à trembler de peur. « Julien, ne me fais pas peur. Peut être que le manque de ta femme te fait imaginer des choses. Tu as fait un mauvais rêve et par coïncidence, quelqu'un a trouvé ce bracelet quelque part et l'a déposé là. Maman, je sais que c'est difficile à croire. Je ne veux pas y croire non plus, mais tout concorde. Mon intuition me dit que quelque chose de grave est arrivé. Je suis si inquiet. J'ai l'impression qu'Élise ne repose pas en paix là-bas. Alors qu'est-ce que tu comptes faire? » Sa voix était pleine d'anxiété. J'ai hésité un instant, sachant que ce que j'allais dire la choquerait profondément, mais je lui ai fait part de ma décision. « Maman, je vais faire exhumer la tombe d'Élise. »« Quoi ?» a-t-elle crié au téléphone. Sa voix était perçante de stupeur et de colère. « Tu es devenu fou, Julien? Tu te rends compte de ce que tu dis? Profaner une sépulture, c'est un sacrilège. Tu veux empêcher Élise de reposer en paix? Qui sur cette terre ferait une chose aussi horrible? Mais maman, sinon, nous ne connaîtrons jamais la vérité. Je ne peux pas rester sans rien faire, tourmenté par ces rêves et avec ce bracelet sous les yeux. Il n'y a pas de mais, m'a-t-elle coupé, sa voix furieuse. Jamais, je ne te permettrai jamais de commettre un acte aussi monstrueux. Si tu fais ça, ne m'appelle plus jamais maman. Laisse-la reposer en paix, je t'en supplie. Elle a déjà tellement souffert. Sa voix s'est brisée en sanglots. Je savais qu'elle était en colère, effrayée, et qu'elle avait pitié de sa fille. Mon cœur aussi était en miettes. Je ne voulais pas lui causer plus de peine, mais je ne pouvais pas chasser les doutes et l'angoisse de mon esprit. Maman, calmez-vous et écoutez-moi. Je sais que c'est difficile à accepter, mais tais-toi, je ne veux plus rien entendre. Sur ces mots, elle a raccroché. J'ai écouté la tonalité monotone, le cœur lourd. Je m'attendais à cette réaction, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir anéanti et seul. Même la seule famille restante d'Élise ne me croyait pas. J'étais désormais seul dans cette quête de vérité. Ma décision était prise. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Même si le monde entier me tournait le dos, je devais découvrir la vérité. L'appel avec ma belle-mère s'est terminé dans la tension et le désespoir. Je savais que parler au téléphone ne résoudrait rien. Le lendemain matin, après avoir déposé Chloé à l'école, j'ai décidé de me rendre directement chez mes beaux-parents. J'avais besoin de leur consentement. Au moins, je devais leur faire comprendre pourquoi je devais commettre cet acte terrible. J'ai garé ma voiture devant le pavillon familier. Tout était comme avant. Le bougainvillier devant le portail était toujours couvert de fleurs roses éclatantes, mais depuis le départ d'Élise, l'atmosphère de la maison avait perdu sa chaleur à jamais. J'ai pris une profonde inspiration, ravalant mes émotions, et je suis entré. Ma belle-mère était assise sur la terrasse, épluchant des légumes. En me voyant, elle a détourné la tête sans un mot. Ses yeux étaient rouges. Je savais qu'elle avait pleuré toute la nuit. Mon beau-père est sorti de la maison. Il m'a regardé avec un regard complexe, un mélange de reproche et de sympathie. « Entre » a-t-il dit à voix basse. Je suis entré dans le salon, où une petite photo d'Élise était posée sur la cheminée. La fumée d'une bougie qui se consumait me piquait les yeux. J'ai pris un moment pour me recueillir devant sa photo, priant en silence.
Élise, je suis désolé, mais je dois le faire. S'il te plaît, aide-moi. Quand je me suis retourné, ma belle-mère était entrée. Elle s'est assise sur une chaise en face de moi, les mains jointes. Mon beau-père s'est assis à côté d'elle, lui tapotant doucement le dos pour la réconforter. « Que viens-tu faire ici ?» a demandé ma belle-mère d'une voix froide. « Si tu es toujours obsédé par cette idée folle, tu peux repartir. Personne ici ne sera d'accord. » J'ai posé le bracelet en argent d'Élise sur la table. « Papa, maman, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je sais que c'est un tabou, un sacrilège. Mais je n'ai pas le choix. » J'ai recommencé à raconter mon histoire, lentement, méthodiquement. J'ai décrit l'horreur des rêves, la situation surréaliste de la découverte du bracelet, aussi précisément que possible. J'ai parlé de mon intuition, de ma peur qu'Élise ne repose pas en paix. Les yeux de ma belle-mère se sont de nouveau remplis de larmes. « Julien, je sais à quel point tu aimes ma fille. Si ta douleur en perdant Élise est de 1, la nôtre est de 10. Mais c'est justement pour ça que nous devons la laisser reposer en paix. Quand on meurt, on règle ses dettes avec ce monde. Et maintenant, tu veux profaner sa tombe? N'as-tu pas peur qu'elle t'en veuille? N'as-tu pas peur qu'en touchant à sa tombe, le malheur s'abatte sur toute la famille, sur notre Chloé? » Elle avait raison. Dans la culture française, une tombe est un lieu sacré et inviolable. Y toucher est un crime grave, la profanation de sépulture, qui affecte non seulement le défunt mais aussi les vivants. Je comprenais sa peur. C'était une préoccupation légitime. Je sais, maman, j'y ai beaucoup pensé. Mais si je ne le fais pas, je vivrai avec ce remords toute ma vie. Je serai tourmenté par des cauchemars chaque nuit. Je ne pourrai jamais vivre en paix. Je préfère assumer toutes les conséquences. C'est mieux que de laisser ma femme subir une injustice dont personne n'a connaissance. » Jusqu'alors silencieux, mon beau-père a pris la parole. Sa voix était basse et rauque, empreinte d'une profonde tristesse. « Julien, je comprends ce que tu ressens, mais essaie de réfléchir plus calmement. C'est une histoire trop invraisemblable. Comme le dit ta belle-mère, ce n'est être qu'une coïncidence. Pourquoi n'irais-tu pas allumer un cierge à l'église pour le repos de l'âme d'Élise? Papa, si ce n'avait été qu'un seul rêve, j'aurais suivi vos conseils. Mais c'était 3 nuits de suite, et ce bracelet est apparu. Ce ne peut pas être une coïncidence. J'ai montré le bracelet sur la table, d'un ton suppliant. S'il vous plaît, faites-moi confiance, juste cette fois. Si on l'exhume et qu'Élise est bien là, je prendrai sur moi tous les péchés. Je lui construirai une tombe plus grande et plus belle. Mais s'il n'y a rien à l'intérieur, ma question est restée en suspens. Mon beau-père et ma belle-mère étaient figés. Ils n'avaient probablement jamais envisagé cette terrible possibilité. Ma belle-mère a enfoui son visage dans ses mains et a commencé à sangloter. Ciel, pourquoi notre famille est-elle si maudite? Ce n'était pas assez que ma fille meure si tragiquement. Mon beau-père s'est levé et a fait les 100 pas. Son visage était marqué par la douleur et le tourment. Il regardait tantôt moi, tantôt la photo d'Élise, tantôt sa femme en pleurs. Son conflit intérieur était visible. Je savais qu'il était profondément troublé. D'un côté, il y avait le respect des morts et les tabous sociaux. De l'autre, il y avait la supplique désespérée de son gendre, qu'il considérait comme son fils, et la possibilité, même infime, d'une réalité trop horrible à imaginer. Finalement, après un silence qui a semblé une éternité, mon beau-père a poussé un long soupir. « D'accord, a-t-il dit d'une voix lasse. Mais tu ne vas pas agir seul. Il vaut mieux d'abord signaler ça à la police. » Ma belle-mère a regardé son mari, stupéfaite. « Chérie, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'on va leur dire à la police? » « La vérité, que nous suspectons que la tombe de notre fille a été profanée. Ils ont des techniques d'enquête, ils pourront vérifier. C'est mieux que de laisser Julien agir seul et imprudemment. » Mon beau-père parlait avec une détermination nouvelle. Ses paroles étaient comme une faible lueur d'espoir. C'est vrai. Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt? Signaler l'affaire à la police. Il ne croirait peu, être pas à l'histoire du rêve, mais le bracelet était une preuve matérielle. Au moins, ils examineraient la question. Mais au fond de moi, il y avait une autre impulsion, une impatience qui ne pouvait attendre. Néanmoins, je savais que la proposition de mon beau-père était la plus raisonnable pour le moment. Oui, ce serait bien. Mais s'ils ne veulent pas nous aider, papa?
On verra à ce moment-là, a-t-il dit, avant de s'approcher de sa femme pour la consoler. Calme-toi, chérie. Il y a une solution à tout. Ma belle-mère pleurait toujours et s'y opposait, mais grâce à l'accord réticent de mon beau-père, je me sentais un peu soulagé. Au moins, je n'étais plus complètement seul. Cette nuit-là, l'atmosphère à la maison était particulièrement lourde. J'ai essayé de paraître joyeux, jouant avec Chloé comme d'habitude, mais mon esprit était entièrement absorbé par les événements de la matinée. La décision de signaler l'affaire à la police était rationnelle, mais elle n'avait pas diminué mon anxiété et mon malaise. Après le dîner, alors que je regardais un vieil album de famille, Chloé s'est approchée à pas de loup et s'est assise sur mes genoux. Elle avait de grands yeux noirs, exactement comme sa mère. Chaque fois que je la regardais, je voyais Élise. « Papa » a-t-elle murmuré de sa petite voix. « Oui, je suis là. »« Qu'y a-t-il, ma puce ?» Je l'ai serrée contre moi, caressant ses cheveux doux. Elle a hésité un moment, tortillant ses petits doigts, une habitude qu'elle avait quand quelque chose était difficile à dire. Hier, j'ai entendu papa parler avec mamie au téléphone. Mon cœur s'est serré. J'avais essayé de parler à voix basse. Je ne pensais pas qu'elle avait entendu. Les enfants sont parfois bien plus sensibles qu'on ne le pense. « Qu'est-ce que tu as entendu ?» J'ai essayé de garder une voix aussi calme que possible. Papa a dit qu'il allait creuser la tombe de maman. Sa voix était à peine audible, un mélange de peur et de confusion. « C'est vrai, papa ?» La question innocente de ma fille était comme un coup de marteau sur mon cœur. Comment expliquer cela à une enfant? Comment une fillette de 5 ans pourrait-elle comprendre cette affaire complexe et horrible? Je l'ai serrée fort contre moi. Je sentais son petit corps trembler légèrement. « Chloé, ma chérie, ma voix s'est étranglée. Ce n'est pas ce que tu penses. Vraiment? Mais j'ai bien entendu. Papa a dit que maman criait pour qu'on la sauve. Il est arrivé quelque chose à maman. Papa? Maman a mal? » De grosses larmes ont commencé à perler dans ses grands yeux. Voir ma fille ainsi me déchirait le cœur. Depuis le départ d'Élise, j'avais essayé de la protéger de toute tristesse. Je lui avais toujours dit que sa mère était partie dans un endroit très lointain et magnifique, et qu'elle veillait toujours sur nous. Mais maintenant, c'était moi qui étais sur le point de briser le monde paisible que j'avais si durement construit pour elle. Non, ma chérie, maman n'a pas mal. J'ai cherché l'explication la plus simple possible, choisissant mes mots avec soin. C'est juste que papa rêve beaucoup de maman ces derniers temps. Dans mes rêves, maman dit qu'elle a froid. Alors papa veut juste vérifier si la maison de maman est bien chaude. Juste vérifier qu'elle dort bien confortablement. Tu comprends? Je savais que c'était un pieux mensonge, mais je n'avais pas le choix. Chloé a cligné des yeux, l'air encore dubitatif. Vérifier la maison de maman? Mais si on creuse, maman va être fâchée, papa. La maîtresse a dit qu'il ne faut pas casser la maison des autres. Oui, papa le sait. Papa fera très, très attention. Juste un petit coup d'œil, et après, on refermera tout joliment. Je te le promets. Papa veut juste que maman soit en paix, Chloé. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Elle a enfoui son visage dans ma poitrine et s'est mise à sangloter. J'ai peur. Je ne veux pas que papa creuse pour voir maman. Maman me manque. Les pleurs de ma fille me déchiraient. Je me sentais comme un monstre. Un mari incapable de protéger sa femme, et maintenant un mauvais père qui terrorisait sa fille. J'ai tapoté son petit dos, la laissant mouiller ma chemise de ses larmes. Papa est désolé. Je suis désolé, ma chérie. Je ne pouvais que répéter ces mots. Nous sommes restés ainsi un long moment. On n'entendait que les sanglots de Chloé et le bruit de mon cœur qui se brisait. Je réalisais que ma décision ne blessait pas seulement moi-même et mes beaux-parents, mais aussi l'âme tendre de ma fille. Quelle que soit l'issue de cette affaire, une cicatrice profonde resterait dans sa mémoire. Mais sa peur et ses larmes n'ont fait que renforcer ma détermination. Je devais trouver la vérité, non seulement pour Élise, mais aussi pour ma fille. Je ne pouvais pas la laisser grandir dans un mensonge. Je ne pouvais pas laisser ce cauchemar continuer à tourmenter toute notre famille. Je devais mettre un terme à tout cela, quel qu'en soit le prix. Je devais ramener la paix, non seulement pour les morts, mais aussi pour les vivants. Cette nuit-là, après que Chloé se soit endormie profondément, je suis resté près de son lit à la regarder. Son visage portait encore les traces de sa tristesse, ses longs cils tremblaient de temps en temps.
Je me suis penché, et j'ai déposé un léger baiser sur son front. Chloé, papa te promet que c'est la dernière fois. Quand tout ça sera fini, nous serons vraiment heureux. Papa fera tout pour qu'Élise et toi puissiez sourire. Cette promesse n'était pas seulement pour ma fille, mais aussi pour moi-même. Le lendemain, avec mon beau-père, je me suis rendu au commissariat de notre quartier pour déposer une plainte. Assis dans la salle d'attente, mon esprit était un tourbillon. Allait-il nous croire? Considérerait-il cette affaire digne d'une enquête? Ou allait-il simplement la classer comme une divagation? Un jeune policier nous a reçus. Il avait l'air assez sérieux. Quand je lui ai raconté toute l'histoire, des rêves au bracelet en passant par mes soupçons, il m'a regardé avec un air de pitié prévisible. « Monsieur, je compatis sincèrement à votre chagrin. Perdre un être cher est un choc terrible, » dit-il, d'une voix douce. Mais les rêves ou les intuitions ne peuvent constituer une base pour une enquête, surtout pour une affaire aussi grave que l'exhumation d'une tombe. Mon beau-père, plus expérimenté et meilleur communicant, est intervenu. « Monsieur l'agent, nous comprenons. Mais qu'en est-il de ce bracelet ?» Il a poussé le bracelet, enveloppé dans un mouchoir, vers le policier. « Cet objet a été enterré avec ma fille. Et maintenant, on le retrouve sur sa tombe. Ce n'est pas normal. Nous soupçonnons que quelqu'un a profané la tombe de ma fille et volé des biens. » Le policier a pris le bracelet et l'a examiné. « Vous avez raison, monsieur, c'est effectivement un peu étrange. Mais cela ne suffit pas pour conclure à un vol avec effraction de sépulture. Comme votre gendre l'a dit, la valeur du bracelet n'est pas très élevée et il pourrait y avoir d'autres explications. Par exemple, une erreur lors de l'inhumation ou quelqu'un qui l'aurait perdu là par hasard. Il nous a rendu le bracelet. Voici ce que nous allons faire. Nous allons enregistrer votre plainte et nous renforcerons les patrouilles dans le secteur du cimetière. Mais l'exhumation d'un corps est une procédure très complexe qui nécessite un ordre du procureur et des preuves très solides. Dans votre cas, je suis désolé, mais les conditions ne semblent pas encore réunies. La conversation s'est terminée sur une note de déception. Ils ont dit qu'ils enregistraient la plainte, mais je savais que cela signifiait qu'ils ne feraient rien. Leurs paroles étaient polies et procédurales, mais froides et insensibles. Pour eux, ce n'était qu'un des centaines de petits incidents quotidiens. Mais pour moi, c'était le repos et la dignité de ma femme bien-aimée qui étaient en jeu. Sur le chemin du retour, mon beau-père m'a tapoté l'épaule et a soupiré. Maintenant que nous avons fait ce que nous pouvions, il ne nous reste plus qu'à nous en remettre au ciel, mon garçon. Mais je ne pouvais pas accepter si facilement la volonté du ciel. L'indifférence des autorités a été comme de l'huile sur le feu. Elle m'a fait comprendre que si je n'agissais pas moi-même, personne ne m'aiderait. Une attente sans espoir était pire que d'affronter la vérité, aussi cruelle soit-elle. Cette nuit-là, j'ai rappelé mon beau-père. « Papa, j'ai bien réfléchi. Je ne peux plus attendre. Je vais le faire moi-même ce soir. » Le silence s'est fait de l'autre côté du fil. Je savais que mon beau-père était dans une position très difficile. C'était un homme qui respectait la loi et la morale, mais il était aussi un père et un grand-père. Il comprenait ma douleur et ma détermination. « Julien, c'est illégal. Si tu te fais prendre, tu auras de gros ennuis. » Sa voix était pleine d'inquiétude. « Je sais, mais j'en assume le risque. S'il arrive quelque chose, je serai le seul responsable. Je ne vous demande qu'une seule chose, papa. Si quelque chose m'arrive, s'il vous plaît, prenez bien soin de Chloé. » Ma voix s'est étranglée. Un long silence. J'ai entendu son lourd soupir de l'autre côté. « Tu es si déterminé que ça ? » « Oui, » ai-je répondu fermement. Finalement, après un long moment de tourment, il a dit d'une voix lasse et résignée. « D'accord, je ne t'en empêcherai plus. Mais sois prudent, s'il te plaît. Prends une lampe de poche, ne fais pas de bruit. Quand tu auras fini, referme tout soigneusement. Et si tu découvres quelque chose de grave, appelle-moi immédiatement. Oh oui. Merci, papa. » Les larmes ont jailli de mes yeux. Bien que ce fût un accord réticent, le fait d'avoir son consentement m'a apporté un certain réconfort. Après l'appel, j'ai commencé les préparatifs. J'ai trouvé une vieille pelle et une grande lampe de poche dans la cave. Je me suis habillé de vêtements sombres pour me fondre dans l'obscurité. Mon cœur battait la chamade. J'étais tendu, effrayé, mais en même temps, rempli d'une détermination sans précédent.
Je suis allé dans la chambre voir Chloé endormie. Je me suis penché, et j'ai déposé un long baiser sur son front. Papa sort un petit moment, je reviens vite, ai-je murmuré. Sois sage à la maison. Après un dernier regard sur la maison, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai ouvert la porte et je suis sorti. L'obscurité m'a enveloppé. Ce soir, j'allais faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé de toute ma vie. J'allais affronter la vérité. Aussi terrible soit-elle, pour Élise, pour ma fille et pour ma propre conscience. L'obscurité était totale. J'ai conduit lentement. Tout se feu éteint, la faible lueur du tableau de bord éclairant à peine la route devant moi. La ville dormait profondément, seules quelques lumières de commerce de nuit brillaient faiblement. Plus j'approchais du cimetière, plus l'air devenait silencieux et glacial. Pour éviter d'être repéré, je me suis garé dans une rue déserte, assez loin de l'entrée principale. J'ai caché la pelle froide sous mon manteau. J'ai vérifié ma lampe de poche une dernière fois, m'assurant que la lumière était assez forte, puis j'ai marché vers l'entrée. La grille en fer du cimetière était solidement fermée. Heureusement, le mur d'enceinte n'était pas très haut. J'ai regardé autour de moi, et après m'être assuré que personne ne se trouvait là, j'ai pris mon élan, et j'ai facilement escaladé le mur. Quand mes pieds ont touché le sol de l'autre côté, mon cœur battait à tout rompre. L'atmosphère ici était complètement différente de l'extérieur. Je sentais la froideur de la terre, l'odeur humide de la rosée nocturne et une lourdeur invisible, celle de l'au-delà. Le vent sifflait entre les cyprès, produisant un son sinistre. Sous la faible lueur de ma lampe, les ombres des pierres tombales s'étiraient sur le sol, comme des fantômes silencieux observant l'intrus que j'étais. J'ai essayé de me calmer, me répétant que je ne faisais rien de mal. J'étais juste là pour chercher la vérité, pour ramener la paix à ma femme. J'ai suivi le chemin familier, marchant sur le gravier, en faisant le moins de bruit possible. Chaque petit crissement me faisait sursauter. Ce soir, le chemin vers la tombe d'Élise me semblait particulièrement long. En marchant, j'étais à l'affût de chaque mouvement autour de moi. Au moindre bruit étrange ou à la moindre ombre humaine, je devais me cacher immédiatement. Enfin, je suis arrivé devant la tombe de ma femme. Sous le faisceau de ma lampe, la stèle se dressait, silencieuse et froide. J'ai posé ma main dessus, sentant le froid pénétrer ma peau. « Élise, c'est moi » ai-je murmuré. « Je suis désolé de troubler ton sommeil. Mais je devais le faire. Ne m'en veux pas. Quoi qu'il arrive, sache que je t'aimerai toujours. » Après ces mots, j'ai commencé le travail. J'ai posé la lampe de poche sur le sol, l'orientant pour qu'elle éclaire directement la tombe. J'ai pris la pelle et l'ai empoignée fermement à deux mains. Le premier coup de pelle a fendu l'herbe, produisant un son sourd qui a retenti dans la nuit silencieuse. J'ai sursauté, m'arrêtant un instant, retenant mon souffle et tendant l'oreille. Autour, seul le bruit du vent persistait. J'ai recommencé à creuser, aussi prudemment et rapidement que possible. La terre en surface était assez meuble, mais plus je creusais, plus elle devenait dure et compacte. Malgré la nuit froide, la sueur perlait sur mon front. À chaque coup de pelle, mon cœur s'alourdissait un peu plus. Qu'est-ce que je faisais? Profaner le lieu de repos de ma femme bien-aimée. La culpabilité et la détermination se mélangeaient en moi, me tourmentant. Le temps s'écoulait lentement, je ne savais pas depuis combien de temps je creusais. Mon dos me faisait un mal de chien, mes bras étaient engourdis. Le tas de terre devenait de plus en plus haut. Je travaillais en silence, n'entendant que le bruit de la pelle heurtant la terre et ma propre respiration haletante. De temps en temps, je faisais une pause, scrutant les environs avec vigilance. Soudain, ma pelle a heurté quelque chose de dur. Un son sec et creux a retenti, et mon cœur s'est arrêté. Je savais ce que c'était. Le couvercle du cercueil. Je me suis dépêché de déblayer la dernière couche de terre, et une partie du couvercle en bois brun foncé est apparue. La tension était à son comble. J'ai jeté la pelle sur le côté, et je me suis agenouillé, creusant avec mes mains pour enlever le reste de la terre. Le couvercle entier est apparu progressivement. Il était encore assez neuf, sans trace de pourriture. Venait maintenant le moment le plus difficile. L'ouvrir. J'ai cherché une petite fente, j'y ai glissé mes doigts, et j'ai essayé de le soulever de toutes mes forces. Le couvercle était très lourd, pressé par la terre au-dessus. J'ai serré les dents, utilisant tous les muscles de mon corps, mes jointures me faisant mal.
Finalement, avec un grincement sinistre, le couvercle s'est légèrement soulevé. Un air froid, chargé d'une odeur de moisi et d'une puanteur indescriptible, s'en est échappé, me piquant les narines. J'ai failli vomir. Reprenant mes esprits, j'ai poussé fort avec mon épaule, et le couvercle a glissé sur le côté, révélant un espace sombre à l'intérieur. De ma main tremblante, j'ai pris la lampe de poche. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai fermé les yeux un instant, et j'ai prié. Puis, j'ai ouvert les yeux, et j'ai éclairé l'intérieur. Et mon monde s'est effondré. La lumière de la lampe éclairait directement l'intérieur du cercueil grand ouvert. Mais ce que j'ai vu n'était pas ma femme bien-aimée, reposant paisiblement dans son sommeil éternel. Ce n'était ni la robe blanche que je lui avais moi-même mise, ni le visage serein qui me manquait tant. L'intérieur du cercueil n'était qu'un espace froid et vide. Le capitonnage blanc était là, mais froissé et sali de terre, comme s'il y avait eu une lutte acharnée. Les quelques fleurs séchées qu'Élise aimait tant étaient éparpillées pitoyablement dans un coin. Mais le corps de ma femme, mon Élise, avait disparu, complètement disparu. Pendant un instant, mon esprit a semblé cesser de fonctionner. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Les yeux grands ouverts, je fixais cet espace vide, essayant de trouver une explication rationnelle. M'étais-je trompé de tombe? Je me suis dépêché de lever la tête pour regarder la stèle. Élise Dubois, ses dates de naissance et de décès. Rien n'était faux, c'était bien sa tombe. Alors, où était Élise? La terrible vérité a lentement envahi mon esprit, comme un serpent venimeux qui me serrait le cœur. Le cercueil était vide, le corps de ma femme n'était plus là. Les rêves, les cris, le bracelet. Rien de tout cela n'était une illusion. C'était la réalité. Quelque chose était vraiment arrivé à ma femme. Un monstre, un être inhumain avait profané sa tombe et volé son corps. Non, ce n'est pas possible, ai-je marmonné, comme un fou. Ma voix était brisée. J'ai titubé pour me relever. Le ciel et la terre semblaient tourner. Une nausée m'est montée de l'estomac. Je me suis agrippé à une autre pierre tombale pour ne pas tomber. La rage et une douleur extrême ont explosé simultanément, brûlant mon cœur. Qui avait pu commettre un acte aussi abominable? Pourquoi? Où avaient-ils emmené ma femme? Mon esprit était un chaos de milliers de questions sans réponse, et je tremblais de peur et de colère. Je voulais crier. Je voulais hurler des insultes. Je voulais tout casser, mais ma gorge était nouée. Aucun son ne sortait. Seules des larmes chaudes coulaient sur mes joues, se mêlant à la sueur et à la poussière. J'avais échoué. Je n'avais même pas pu protéger ma femme morte. J'avais laissé d'autres souiller son corps et son lieu de repos. J'étais un mari inutile, un incapable. Dans mon désespoir, je suis tombé à genoux à côté du cercueil vide, frappant le sol dur de mes poings. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré la douleur de la perte, ma propre impuissance et le sort tragique de ma pauvre femme. Le vent de la nuit sifflait toujours entre les arbres, comme s'il sanglotait avec moi. Je ne sais pas combien de temps je suis resté agenouillé là. Le temps semblait s'être arrêté. La douleur avait complètement envahi mon esprit, me faisant perdre conscience du monde qui m'entourait. Je savais seulement que mon monde s'était effondré une fois de plus. La première fois, c'était lors de l'accident d'Élise. Et cette fois-ci, c'était 100 fois plus cruel et douloureux. Au moins, à ce moment-là, je savais où était ma femme. Mais maintenant, elle avait disparu sans laisser de traces, comme si elle n'avait jamais existé. Une seule pensée restait dans mon esprit. Je dois retrouver Élise. Même si je dois retourner le monde entier, je la retrouverai. Je trouverai les monstres qui ont fait ça, et je leur ferai payer. Une flamme de haine a pris naissance en moi, si féroce qu'elle a consumé même la peur et la douleur. J'ai essuyé mes larmes et j'ai essayé de me relever. Il faut que je reste calme. Paniquer ne résoudra rien. Il faut réfléchir, trouver un indice. Mais où? Par où commencer? C'est à ce moment-là, alors que j'étais plongé dans un tel désarroi et un tel désespoir, qu'un faisceau de lumière éblouissant m'a frappé en plein visage. La lumière aveuglante d'une puissante lampe torche m'a fait plisser les yeux. Par réflexe, j'ai levé la main pour me protéger le visage. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Je savais que j'étais découvert. Police, ne bougez plus, les mains sur la tête. Une voix autoritaire a retenti derrière moi, brisant le silence de la nuit et le chaos dans ma tête. Je me suis retourné lentement.
Devant moi se tenaient 3 hommes en uniforme de police. 2 jeunes étaient en position d'alerte, et celui du milieu, qui semblait être le chef, dirigeait sa lampe torche droit sur mon visage. Dans l'obscurité, leur visage semblait très sévère. J'étais figé sur place. Tous mes plans et ma colère se sont instantanément dissipés, ne laissant place qu'à la peur et à la confusion. Prise en flagrant délit, quelle excuse pouvais-je bien trouver? S'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai bégayé, levant lentement les mains comme il me l'avait demandé. Écoutez quoi? Vous allez nous expliquer ce que vous faites ici à cette heure, devant une tombe profanée et un cercueil grand ouvert, a dit le chef d'un ton sarcastique. On vous observe depuis que vous avez escaladé le mur. Profanation de sépulture, exhumation illégale de cadavres. Vous savez ce que vous risquez? Ils m'ont passé les menottes. Le contact froid du métal sur mes poignets m'a un peu ramené à la réalité. Je n'ai pas résisté, je les ai laissés faire en silence. Un des jeunes policiers s'est approché et a éclairé le cercueil vide avec sa lampe. Commissaire, je vous informe, il n'y a pas de corps à l'intérieur. Sa voix était teintée d'une légère surprise. Le commissaire s'est approché à son tour, a regardé dans le cercueil et a froncé les sourcils, surpris par la situation. Il s'est tourné vers moi et m'a demandé d'un regard interrogateur: « Qu'est-ce que ça veut dire? Où est le corps ?» C'est alors que j'ai retrouvé un peu de courage. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai dû creuser. C'est la tombe de ma femme. Le corps de ma femme a été volé. J'ai dit cela dans un élan de désespoir, espérant qu'il me croirait. Mais en retour, je n'ai eu que des regards suspicieux. Et vous croyez qu'on va gober une histoire pareille? Vous êtes le premier sur les lieux. Vous auriez pu vous débarrasser du corps ailleurs et jouer la victime maintenant, a dit le commissaire d'une voix froide. Assez parlé. Emmenez-le au poste. On tirera tout ça au clair là-bas. Ils m'ont escorté hors du cimetière, par le même chemin que j'avais emprunté en secret un peu plus tôt. Je me sentais humilié et misérable. Quelle ironie d'être arrêté pour le crime même que je cherchais à dénoncer. Sur le chemin du poste, assis à l'arrière de la voiture de police, je regardais silencieusement par la fenêtre. La ville dormait toujours profondément. Personne ne savait que dans un coin de cette ville, un homme venait de perdre sa femme pour la 2e fois et se dirigeait vers le commissariat en tant que criminel. Une amertume m'est montée à la gorge. Au commissariat, on m'a conduit dans une petite salle d'interrogatoire. Un bureau, 2 chaises et une lumière fluorescente blanche qui m'éclairait directement le visage. Une odeur de tabac froid et de vieux papier flottait dans l'air. Le même commissaire, dont j'ai appris plus tard qu'il s'appelait Dubois, s'est assis en face de moi. Il a posé un dossier sur le bureau. Allez, racontez. Nom, âge, adresse. Et pourquoi vous avez fait ça? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Je savais que c'était ma seule chance de prouver mon innocence et de trouver la vérité. Je ne devais pas paniquer. Je m'appelle Julien Martin, j'ai 35 ans. J'ai commencé par donner mes informations personnelles. Puis j'ai raconté toute mon histoire, aussi précisément et méthodiquement que possible. Les cauchemars horribles, le mystérieux bracelet en argent, l'indifférence du premier commissariat où j'étais allé porter plainte, et enfin, ma décision désespérée. J'ai parlé avec toute la sincérité et la douleur que je pouvais rassembler, espérant que la vérité dans mes paroles pourrait les toucher. Le commissaire Dubois a écouté sans m'interrompre, les mains jointes. Son regard restait perçant, scrutant chaque expression de mon visage. De temps en temps, il prenait des notes dans un carnet. Quand j'ai eu fini mon histoire, le silence est retombé dans la pièce. J'attendais sa réaction avec anxiété. Allait-il me croire? Ou penserait-il toujours que j'inventais une histoire pour me disculper? Le silence qui s'éternisait mettait mes nerfs à rude épreuve. Après la fin de mon récit, le commissaire Dubois est resté silencieux. Il feuilletait son carnet, les sourcils légèrement froncés. La lumière blanche du néon au plafond créait des ombres sur son visage, rendant impossible de deviner ses pensées. Son silence était plus intimidant qu'un interrogatoire. C'était comme le calme avant la tempête, et je ne savais pas si la tempête à venir allait m'emporter ou m'apporter une lueur d'espoir. Je me suis redressé, posant mes mains toujours menottées sur mes genoux. J'ai essayé de croiser son regard pour qu'il voie que je ne mentais pas. À cet instant, mes yeux ne contenaient que de la douleur et la détermination de trouver la vérité, pas la ruse d'un criminel. Finalement,
Après ce qui a semblé une éternité, le commissaire a relevé la tête. Il ne me regardait pas directement, mais fixait un point dans le vide, comme s'il ressassait mes paroles. « Votre femme vous est apparue en rêve pour vous demander de l'aide » a-t-il demandé d'une voix basse et monocorde, sans émotion. « Oui, 3 nuits de suite. » Le rêve était d'un réalisme saisissant, ai-je répondu d'une voix ferme. « Et vous avez trouvé ce bracelet sur sa tombe ?» Il a poussé le bracelet en argent vers moi. Ses collègues l'avaient récupéré chez moi après mon arrestation. Oui, je l'ai enterré avec elle de mes propres mains. Le commissaire s'est de nouveau tu. Il a pris le bracelet et l'a fait tourner entre ses doigts. J'avais l'impression qu'il pesait chacun de mes mots, les comparant à son expérience d'enquêteur. Je savais que mon histoire contenait trop d'éléments surnaturels pour être crédible. Pour un policier habitué aux preuves et à la logique, ce serait certainement difficile à accepter. « Monsieur Martin » a-t-il commencé, et cette fois, sa voix semblait un peu adoucie. « Vous savez que si ce que vous dites est un mensonge, vous paierez un lourd tribut, pas seulement pour la profanation de sépultures, mais aussi pour fausses déclarations et obstruction à la justice. Je sais, mais tout ce que je viens de vous dire est la vérité. Je n'ai aucune raison de mentir. Ma femme est déjà morte, et maintenant même son corps a disparu. La seule chose que je veux, c'est la retrouver et punir ces monstres. » Ma voix tremblait d'émotion et de colère. Peut-être que la sincérité de mes paroles l'a touché. Le regard du commissaire Dubois a légèrement changé. Ce n'était plus un doute total, mais un mélange de réflexion et de perplexité. Il s'est levé et a fait les 100 pas dans la pièce. « Vous êtes allé porter plainte au commissariat ? » ?»« Oui, hier matin. Mais ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de preuves pour enquêter. » Le commissaire s'est arrêté et m'a regardé droit dans les yeux. « Alors, pourquoi ne pas avoir attendu ou déposer une plainte auprès d'une instance supérieure au lieu d'agir si imprudemment vous-même ? » « Parce que je ne pouvais pas attendre, » ai-je presque crié. Chaque instant qui passait, j'avais l'impression que ma femme était en danger. Je ne savais pas où ces monstres l'avaient emmenée, ce qu'ils faisaient de son corps. Je ne pouvais pas rester assis à attendre les procédures administratives. Vous comprenez ce sentiment ? L'impuissance de ne rien pouvoir faire alors que la personne que vous aimez le plus au monde subit quelque chose d'horrible ? Les larmes me sont de nouveau montées aux yeux. J'ai baissé la tête pour qu'il ne voie pas ma faiblesse, mais je ne pouvais plus me retenir. La douleur, la colère, l'impuissance que j'avais refoulée ont explosé en même temps. Le silence est retombé dans la pièce, mais cette fois, il n'était pas aussi pesant qu'avant. J'ai entendu le commissaire soupirer. Il est retourné s'asseoir à son bureau. « D'accord, pour l'instant, je vais choisir de vous croire. » Ces paroles m'ont surpris. Je l'ai regardé sans ciller. « Vraiment ? Je ne plaisante pas, » a-t-il dit d'une voix sérieuse. « Votre histoire a des aspects difficiles à croire, mais votre attitude et vos émotions semblent très sincères. Et puis, ce cercueil vide est un fait indéniable. Que vous soyez le coupable ou non, il est clair qu'un crime a été commis. Il m'a observé attentivement, mais vous restez le principal suspect. Vous serez placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête, jusqu'à ce que nous trouvions d'autres preuves. Compris. Compris. J'ai hoché la tête. Bien que je sois en détention, le fait qu'il me croie et qu'il commence à traiter cela comme une affaire était une grande avancée. Une petite lueur d'espoir a commencé à naître dans mon cœur. « S'il vous plaît, aidez-moi. Retrouvez ma femme. C'est notre travail, » a dit le commissaire Dubois. « Maintenant, essayez de vous souvenir si votre femme avait des ennemis ou s'il y avait des problèmes particuliers dans votre famille. » J'ai secoué la tête. Non. Ma femme était si douce, elle n'aurait jamais pu se faire d'ennemis. Notre famille est tout à fait normale, sans histoire. D'accord, nous vérifierons. Pour l'instant, attendez ici. On va vous apporter à manger et à boire. Sur ces mots, il a quitté la pièce. La porte de la salle d'interrogatoire s'est refermée, me laissant seul avec mes pensées. Bien qu'un peu d'espoir soit né, mon cœur restait lourd. J'étais toujours un suspect. Et le plus important, c'est que ma femme était toujours portée disparue. Ma quête était maintenant entre les mains de la police. Mais allaient-ils vraiment mettre tous leurs efforts? Ou feraient-ils, comme les autres? Je ne savais pas. Je savais seulement que je ne pouvais pas compter entièrement sur eux. Je devais encore trouver un moyen par moi-même. J'ai été placé dans une cellule de garde à vue, étroite et étouffante. Le temps s'y écoulait avec une lenteur d'âme. Chaque heure qui passait,
Mon angoisse redoublait. Où était Élise? Était-elle en sécurité? Qui étaient ses ravisseurs? Et quel était leur but? Des milliers de questions sans réponse torturaient mon esprit. Le lendemain matin, le commissaire Dubois est revenu me voir. Cette fois, il était accompagné d'un homme qui semblait plus âgé et être son supérieur. Leur visage était très grave. « Monsieur Martin, nous avons de nouvelles informations, » a dit Dubois en s'asseyant. « Et je suis désolé de vous dire que ce ne sont pas de bonnes nouvelles. » Mon cœur s'est serré. « Qu'est-ce que c'est ?» Le commissaire a fait un signe à son collègue. Le fonctionnaire plus âgé, un divisionnaire, a posé un épais dossier intitulé « Brigade criminelle » sur la table. Il l'a ouvert, révélant de nombreuses photos et documents. « Monsieur Martin » a commencé le divisionnaire. Sa voix était basse et ferme. « Ce qui est arrivé à votre femme n'est pas un cas isolé. Récemment, il y a eu une série de vols de corps mystérieux dans la ville et les environs. Les corps de jeunes femmes récemment décédées sont la cible principale. » Mes oreilles bourdonnaient. Une série d'affaires. Élise n'était pas la seule. Nous avons mis en place une équipe spéciale pour enquêter sur cette affaire depuis plusieurs mois, mais nous n'avons pas encore trouvé d'indices concluants. Les méthodes des coupables sont très professionnelles. Ils ne laissent presque aucune trace. La plupart des familles des victimes ne savent même pas que la tombe de leurs proches a été profanée, à l'exception de quelques cas découverts par hasard, a poursuivi le commissaire Dubois. Il a montré une photo dans le dossier. C'était la photo d'une tombe profanée, presque identique à la scène que j'avais vue la nuit précédente. Votre affaire est un tournant majeur. Elle nous a permis d'identifier une nouvelle victime et, bien que très vague, de nous fournir quelques informations. Alors, quel est leur but? Pourquoi volent-ils des corps? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Le commissaire et le divisionnaire se sont regardés, hésitants. Finalement, le divisionnaire plus âgé a dit d'une voix amère, « Monsieur Martin, vous devez vous préparer mentalement à entendre la vérité. C'est une histoire très cruelle. Selon nos renseignements, un groupe criminel organisé est à l'œuvre. Il vole des corps pour 2 raisons principales. Il a levé un doigt. Premièrement, pour les vendre à des cercles occultes ou à de riches collectionneurs macabres, pour des rituels ou des fins que nous pouvons à peine imaginer. J'étais sous le choc. Des rituels, des collectionneurs. J'en avais entendu parler dans des livres ou des films, mais je n'aurais jamais imaginé que cela se produisait réellement dans notre société moderne. C'était une folie pure. Et la deuxième raison est encore plus horrible. Le divisionnaire a baissé la voix. Pour les vendre au marché noir du trafic d'organes. Les mots « trafic d'organes » ont été comme un coup de marteau sur ma tête. Mon corps est devenu froid, mon sang semblait se figer. Non, ce n'est pas possible. Comment peut-on utiliser les organes d'une personne décédée? J'ai bégayé, incapable de croire ce que j'entendais. Ils ont leurs propres médecins et spécialistes. Si un corps récemment décédé est correctement conservé, certains organes peuvent être utilisés pendant un certain temps. Ou pire, ils sont vendus à des pervers pour la recherche ou à d'autres fins que nous ne pouvons même pas imaginer. Ce marché est très vaste et les profits sont énormes, a expliqué le commissaire Dubois d'une voix pleine de colère. Mon monde s'est de nouveau écroulé. La vérité était bien plus horrible que tout ce que j'aurais pu imaginer. Mon Élise, ma femme, son corps aurait pu être vendu pour un rituel, ou pire, disséqué, découpé en morceaux. L'idée me rendait fou. Une rage sans précédent a monté en moi. Des bêtes, ce ne sont pas des humains. Qui est le chef de cette organisation? J'ai demandé, en serrant les dents, mes poings si serrés qu'ils en étaient blancs. Nous soupçonnons que le chef est un criminel récidiviste surnommé le Boucher, Serge Moreau. Il est très rusé et cruel, et son réseau est très vaste et secret, très difficile à infiltrer, a dit le commissaire Dubois. En entendant ces mots, une décision fulgurante a traversé mon esprit. Je ne pouvais plus rester assis ici à attendre. Je devais faire quelque chose. Je veux participer à l'enquête, ai-je dit fermement. Le commissaire et le divisionnaire m'ont regardé, surpris. Qu'est-ce que vous dites? C'est le travail de la police. C'est très dangereux. Vous êtes un civil, vous ne pouvez pas participer. Je sais, je les ai regardés droit dans les yeux, mais je suis le mari d'une victime. Ma haine envers ces monstres est plus grande que celle de n'importe qui. Peut-être que je peux découvrir quelque chose que vous avez manqué. Ou au moins, servir d'appât. Le danger m'est égal. La seule chose que je veux,
c'est retrouver ma femme et mettre ces salauds en prison. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Ma proposition a plongé les deux policiers dans une profonde réflexion. Ils ont vu la détermination et la flamme de la haine qui brûlaient dans mes yeux. Ils savaient que j'étais maintenant une bête blessée, prête à tout pour récupérer ce qui lui appartenait. Parfois, dans des enquêtes difficiles, un élément imprévu comme celui-ci pouvait créer une percée. Le divisionnaire Leclerc, dont j'ai appris plus tard qu'il était le chef de la brigade, m'a longuement observé. Son regard était perçant, comme s'il lisait en moi. Il ne semblait pas surpris par ma proposition insensée, mais plutôt en train de calculer quelque chose calmement. « Monsieur Martin, je comprends votre colère. » a finalement dit le divisionnaire. Sa voix était toujours calme, mais lourde de sens. « Mais vous devez savoir que ce n'est pas un film. Affronter ces criminels n'est pas une partie de plaisir. Ce sont des gens qui ont perdu toute humanité, prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. La sécurité des civils est notre priorité absolue. Je ne suis plus un civil, monsieur le divisionnaire, ai-je répondu d'une voix ferme. Depuis la nuit où la tombe de ma femme a été profanée, ma vie normale a disparu. Ma sécurité n'est plus aussi importante que de retrouver ma femme. Vous avez besoin d'effectifs, et j'ai besoin de justice. Nous avons le même objectif. Le commissaire Dubois a regardé son supérieur, attendant sa décision. Je savais que c'était une demande très difficile, qui enfreignait toutes les règles. Mais je n'ai plus rien à perdre. Mon désir de vengeance est plus fort que la peur de la mort. Le divisionnaire a soupiré et s'est adossé à sa chaise. Que pourriez-vous faire? Vous n'avez ni formation professionnelle, ni compétences de combat. Vous ne seriez qu'un fardeau, ou même une proie facile pour eux. Je n'ai pas de compétences professionnelles, mais j'ai quelque chose que vous n'avez pas, ai-je dit, essayant de le convaincre. C'est le visage d'un homme ordinaire, d'un homme qui souffre d'avoir perdu sa femme. Je peux me fondre dans des endroits où vous ne pouvez pas aller. Je peux approcher des cibles difficiles d'accès pour vous. De plus, je suis celui qui connaît le mieux Élise. Le moindre objet ou indice lié à elle, je le reconnaîtrai. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Donnez-moi un rôle, celui d'un père désespéré, cherchant un organe pour sa fille, ou celui d'un riche superstitieux cherchant quelque chose pour un rituel. Je ferai tout ce que vous me demanderez, si cela peut aider à trouver un indice. Ma proposition a manifestement fait sérieusement réfléchir les deux policiers. Ils ont échangé un regard. Peut-être ont-ils réalisé qu'il y avait une certaine logique et une certaine faisabilité dans mon plan fou. Une personne non identifiée comme policier pouvait être un atout inattendu. Après un long moment de réflexion, le divisionnaire a hoché la tête fermement. « D'accord, mais à plusieurs conditions. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade. « Dites-les-moi. Premièrement, vous n'agirez jamais seul. Toutes vos activités se dérouleront sous notre surveillance et notre commandement, plus précisément, sous celui du commissaire Dubois. Deuxièmement, vous n'aurez qu'un rôle de renseignement et d'identification. Vous n'agirez jamais de votre propre chef et n'affronterez jamais directement les criminels. Votre sécurité reste la priorité. Troisièmement, cette affaire doit rester un secret absolu, même pour votre famille. Pouvez-vous le faire? Je peux. Ai-je répondu sans la moindre hésitation. C'est ainsi qu'un accord sans précédent a été conclu. Je suis officiellement passé du statut de suspect à celui d'un homme engagé sur une voie 100 fois plus dangereuse. Immédiatement, j'ai été sorti de la cellule de garde à vue et conduit dans un autre bureau, celui de la brigade. La pièce était remplie de cartes, de graphiques, de photos de suspects et de piles de dossiers. L'atmosphère de travail y était très tendue. Le commissaire Dubois m'a tendu un album de photos pour identification. Ce sont les hommes de main de Moreau. Vous reconnaissez quelqu'un? Vous les avez être vus traîner près de l'hôpital ou du cimetière. J'ai scruté chaque photo avec attention. Des visages durs, des regards rusés. Mais non, je n'en avais jamais vu aucun. Ma vie se résumait à des allers-retours entre le bureau et la maison. J'avais peu de contact avec ce genre d'individus. C'est alors qu'un jeune inspecteur est entré en courant. Mon divisionnaire, un informateur vient de donner une nouvelle. Une grande quantité de marchandises vient d'être déplacée vers une ancienne usine de conditionnement désaffectée dans la banlieue ouest. Une transaction devrait avoir lieu là-bas ce soir. De la marchandise? A demandé le divisionnaire, ses yeux brillants. Oh oui, des Zorps. L'air dans la pièce s'est figé.
Tous les regards se sont tournés vers la carte. Le commissaire Dubois a rapidement encerclé l'emplacement. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Élise était-elle là-bas? Toute l'équipe, préparez-vous, a ordonné le divisionnaire fermement. On monte une descente immédiatement. Cette fois, on doit tous les coincer. Il s'est tourné vers moi et m'a demandé « Monsieur Martin, vous êtes prêt ?» J'ai serré les poings et j'ai hoché la tête. Je suis prêt. La peur et la tension étaient à leur comble. Mais plus fort que tout, un immense espoir a surgi. Ce soir, peut-être, je trouverai des réponses. Ce soir, peut-être, je retrouverai Élise. La nuit est tombée rapidement, apportant avec elle un froid glacial. Le ciel noir et sans étoiles semblait retenir son souffle, attendant la tempête à venir. J'étais assis dans un véhicule banalisé avec le commissaire Dubois et 2 autres inspecteurs. La voiture roulait silencieusement dans l'obscurité, en direction de la banlieue désolée. Personne ne parlait. L'air dans la voiture était chargé d'une tension palpable. Je portais une veste sombre et, sous elle, un fin gilet pare-balles que le commissaire m'avait donné. Malgré cela, j'avais froid, un froid qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de la peur et de la tension. Je n'arrêtais pas de serrer mes mains moites. Dans quelques heures, je devrais affronter l'antre des démons. Aurais-je assez de courage? Pourrais-je y retrouver Élise? Calmez-vous, m'a dit le commissaire, comme s'il lisait dans mes pensées, en me tapotant légèrement l'épaule. Il suffit de suivre le plan. Votre mission est de rester avec nous à l'extérieur, d'observer la situation et d'identifier les personnes si nécessaire. Laissez-nous faire le reste. J'ai hoché la tête et j'ai essayé de prendre une profonde inspiration. La voiture s'est arrêtée à environ 1 kilomètre de l'usine. À partir de là, nous devions marcher pour éviter d'être repérés. Les autres équipes étaient déjà toutes en place. Le divisionnaire Leclerc, devant une carte dépliée sur le capot d'une voiture, donnait les dernières instructions. Tous étaient vêtus de noir, le visage peint de camouflage, une arme à la main. C'était une scène si silencieuse et professionnelle que je me sentais petit et à part. Nous nous sommes mis en mouvement, progressant à travers des champs abandonnés et des buissons touffus. La vieille usine de conditionnement est apparue devant nous comme un monstre noir géant, endormi au milieu de nulle part. Les murs en béton étaient tachés et couverts de mousse. Quelques fenêtres brisées ressemblaient à des orbites vides. Seules quelques faibles lumières jaunes s'échappaient de certains bâtiments à l'intérieur. Les équipes se sont rapidement dispersées pour encercler toute la zone, comme prévu. Mon équipe et moi nous sommes cachés derrière un talus élevé, d'où nous pouvions observer toute l'entrée principale. À travers les jumelles, je pouvais voir quelques hommes monter la garde. Ils semblaient peu vigilants, se regroupant de temps en temps pour fumer, rire et discuter. Ils ne se doutaient pas qu'ils étaient encerclés de toutes parts. L'attente a été longue et pesante. Chaque minute semblait une éternité. Le vent soufflait toujours, apportant avec lui l'odeur de moisi de la terre et la puanteur d'un égout voisin. Soudain, au loin, 2 gros camions, la benne couverte d'une bâche, sont entrés lentement par le portail principal de l'usine. Cible en vue, a crépité une petite voix dans la radio. Mon cœur a fait un bond. Après que les 2 camions soient complètement entrés, la lourde grille en fer s'est refermée. C'était le moment d'agir. L'ordre du divisionnaire a retenti. Ferme, go. Immédiatement, de toutes parts, des ombres noires ont surgi. Les aboiements des chiens de garde se sont immédiatement tus. Les gardes n'ont même pas eu le temps de réagir, ils ont été neutralisés proprement. L'équipe d'assaut a enfoncé la porte et a fait irruption dans le bâtiment principal de l'usine. Des cris, le bruit d'objets qui se renversent et quelques coups de feu sourds ont retenti, puis le calme est revenu. Tout s'est passé si vite. En moins de 5 minutes, zone sécurisée. Toutes les unités, entrées. Sur cet ordre, notre équipe s'est rapidement déplacée à l'intérieur. Plus nous approchions, plus une odeur pestilentielle indescriptible nous piquait les narines. C'était un mélange de produits chimiques, de moisissures et de quelque chose d'âcre et d'horrible, l'odeur de la mort. J'ai dû me boucher le nez. La scène à l'intérieur de l'usine nous a tous horrifiés, même les policiers vétérans les plus expérimentés. Sous une faible lumière jaune, des dizaines de cercueils, anciens et nouveaux, étaient empilés en désordre. Certains étaient ouverts, révélant des corps conservés dans une sorte de produit chimique. Autour,
Il y avait des instruments médicaux, des bidons de produits chimiques et de grands congélateurs industriels qui bourdonnaient. C'était l'enfer sur terre. Ma tête tournait, la nausée m'est de nouveau montée, mais je l'ai ravalée. Je devais trouver Élise. J'ai repoussé la main du commissaire Dubois et j'ai couru comme un fou, regardant frénétiquement chaque cercueil. « Élise, où es-tu » ai-je crié de désespoir. J'ai ouvert les couvercles un par un, éclairant chaque visage étranger et sans âme avec ma lampe de poche. La peur et le désespoir m'ont submergé. Si Élise n'était pas là, s'il l'avait déplacée ailleurs, que ferais-je? Je me suis jeté dans les ténèbres et la mort comme un papillon de nuit attiré par la flamme. Je n'entendais plus les cris du commissaire Dubois derrière moi, je ne sentais plus l'odeur piquante des produits chimiques. Je ne voyais plus que les cercueils froids. J'ai fouillé un par un, espérant puis désespérant. Chaque visage que je découvrais sous le faisceau de ma lampe était comme une lame qui me tailladait le cœur. Eux aussi avaient été la femme, la fille de quelqu'un. Eux aussi avaient été privés de leur dernier repos. Mais à ce moment-là, je n'avais pas la force de penser aux autres. Je devais seulement retrouver Élise. « Julien, calmez-vous !» Le commissaire m'a fermement saisi par l'épaule. « Ne contaminez pas la scène. Nous allons les identifier un par un. Non, je dois la trouver. Je dois la trouver maintenant. » ai-je crié en repoussant sa main. J'ai couru plus profondément dans l'usine, dans une zone qui semblait être un bureau improvisé. Sur un bureau en métal rouillé, il y avait des papiers, des flacons et des instruments chirurgicaux tachés de sang. Le faisceau de ma lampe a balayé le bureau, et mon cœur a semblé être écrasé par une main invisible. Dans ce désordre, il y avait une petite boîte en bois. Une boîte à bijoux que je ne pouvais pas oublier. C'était celle que j'avais offerte à Élise pour son anniversaire, il y a des années. Je me souvenais très bien du motif de 2 colombes gravées sur le couvercle. De mes mains tremblantes, j'ai lentement ouvert la boîte. À l'intérieur, pas de bijoux précieux, mais un autre bracelet en argent, identique à celui que j'avais trouvé sur la tombe. Sauf que les initiales gravées sur le médaillon étaient les miennes. C'étaient nos bracelets de coupe, le mien. Celui qu'elle m'avait mis dans la main avant mon dernier long voyage d'affaires, et que j'avais précieusement rangé dans cette boîte. La boîte même que j'avais placée à côté de son oreiller dans son cercueil. Alors, elle était là. Elle était forcément là. Une étrange sensation de soulagement, mêlée à l'horreur, m'a envahi. Au moins, je savais que j'étais au bon endroit. Au moins, je savais que la recherche allait bientôt se terminer. La tête en vrac, j'ai regardé autour de moi. Près du bureau, il y avait plusieurs grands congélateurs industriels. Le bruit de leurs compresseurs était assourdissant. Mon intuition me disait quelque chose. J'ai titubé vers le congélateur le plus proche. Quand j'ai touché la poignée, ma main était glacée et tremblante. Je n'osais pas l'ouvrir. J'avais peur de ce que j'allais devoir affronter. Le commissaire Dubois et quelques autres se sont précipités. En voyant mon état, il a dû deviner quelque chose. Il a posé une main sur mon épaule et a baissé la voix. « Laissez-nous faire. » Mais j'ai secoué la tête. Non, c'est à moi de le faire. J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant tout le courage qui me restait, et j'ai tiré de toutes mes forces sur la porte du congélateur. Un air glacial s'en est échappé, accompagné de l'odeur familière de la mort. Et à travers une fine couche de givre, elle était là. Mon Élise. Elle était recroquevillée sur elle-même. Elle portait toujours la robe blanche que je lui avais choisie. Ses longs cheveux étaient éparpillés, couverts d'une fine couche de givre. Ses yeux étaient fermés, ses longs et beaux cils. Son visage était toujours aussi beau, mais pâle et bleuté par le froid. Elle ressemblait à une princesse endormie dans la glace, d'une beauté si tragique. Pendant un instant, le temps et l'espace ont semblé se figer. Je suis resté là, figé, à la regarder. Tous les bruits autour de moi ont disparu, seule son image s'est gravée profondément dans mon esprit. Et toute la force qui m'avait soutenu jusqu'à présent, la colère, la détermination, s'est effondrée en un instant. Mes jambes ont flanché. Je suis tombé à genoux devant le congélateur, m'agrippant au cadre de la porte. Un sanglot est monté du plus profond de ma poitrine. Puis, un autre. Et finalement, j'ai éclaté en sanglots. J'ai pleuré à chaudes larmes, comme quelqu'un qui n'avait jamais pleuré. Les larmes brûlantes ont coulé, faisant fondre le froid qui m'enveloppait. J'ai baissé la tête, les épaules secouées de sanglots.
J'ai pleuré pour ma femme, pour son destin tragique, pour ma fille, qui devait perdre sa mère si jeune, et pour moi-même, pour ma douleur et mon impuissance extrême. La recherche était terminée. J'avais retrouvé Élise. Mais pourquoi cette victoire était-elle si amère et si douloureuse? Je l'avais sortie de la terre froide, mais pour la retrouver dans un bloc de glace, encore plus froid. Le commissaire Dubois s'est approché de moi et a posé silencieusement une main sur mon épaule. Je savais qu'à ce moment-là, aucune parole de réconfort ne pouvait apaiser ma douleur. Je pleurais seulement, laissant les larmes tout laver. Élise, je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Mes pleurs ont continué jusqu'à ce que mes larmes se tarissent et que ma poitrine me fasse mal à force de sangloter. Les policiers faisaient leur travail en silence. Ils examinaient la scène, recueillaient des preuves et sortaient les autres pauvres corps de cet enfer. Ils m'ont laissé mon espace personnel, marquant un respect silencieux devant ma douleur immense. Quand je me suis un peu calmé, le commissaire s'est approché et m'a tendu une bouteille d'eau. « Monsieur Martin, nous devons déplacer le corps de la défunte pour les procédures nécessaires. » La gorge sèche, j'ai hoché la tête. Je me suis relevé. Mes jambes tremblaient encore, mais mon regard était étrangement déterminé. La douleur était toujours là, me déchirant le cœur, mais elle a été maîtrisée, laissant la place à une autre flamme, une flamme féroce. Une flamme de haine et de quête de justice. J'ai vu les criminels, menottés, la tête basse, être conduits vers les voitures. J'ai cherché un visage, un regard, le visage de celui qui avait ordonné cette horreur à ma femme. Parmi les personnes arrêtées, se trouvait Serge le boucher. Il n'était pas comme je l'avais imaginé, pas une brute épaisse. Il avait l'air plutôt intellectuel, portant des lunettes. S'il n'avait pas été menotté et vêtu de vêtements sales, il aurait pu passer pour un employé de bureau ordinaire. Mais c'est cette apparence qui rendait sa cruauté intérieure encore plus effrayante. En passant devant moi, il m'a jeté un regard. Un regard froid, sans une once de remords. Ce regard s'est gravé dans mon esprit. Je ne l'oublierai jamais. Les jours suivants ont été une succession interminable d'interrogatoires et d'enquêtes. La brigade criminelle a travaillé jour et nuit. Avec les premières déclarations des sbires et les preuves recueillies à l'usine, tout le réseau criminel de Moreau a été progressivement mis à jour. Ce n'était pas un simple gang de pilleurs de tombes, mais une organisation criminelle à grande échelle. Trafic d'organes transfrontaliers, falsification de documents et des services macabres. Il s'occupait de tout de manière professionnelle. En tant que témoin et famille de la victime, j'ai été appelé pour des identifications et pour fournir des informations. Derrière une vitre sans teint, j'ai observé l'interrogatoire de Moreau. Au début, il a nié farouchement, clamant son innocence. Il a utilisé son apparence intellectuelle pour nier effrontément. Mais, lorsque les enquêteurs ont présenté des preuves irréfutables, des enregistrements de transactions, un livre de comptes détaillant les prix et les spécificités de chaque marchandise, et surtout les aveux de ses complices, son attitude a commencé à changer. Son calme initial a laissé place à la confusion. Le coup de grâce a été, lorsque le commissaire Dubois a posé la boîte à bijoux d'Élise sur la table. Comment expliquez-vous ça? En voyant la boîte, Moreau a changé de couleur. Il est resté silencieux un long moment, puis il s'est mis à rire comme un fou. Ah, d'accord, j'ai perdu. Et il a commencé à avouer. Il a raconté ses crimes en détail, sans aucune hésitation. Comment il surveillait les funérailles de jeunes femmes, comment ces hommes marquaient les tombes, et comment il planifiait les exhumations nocturnes. Il a dit que le corps d'Élise devait à l'origine être vendu pour 30 000 € à une riche famille d'une autre région pour une sorte de rituel. Le bracelet en argent sur la tombe avait été laissé tomber par inadvertance par l'un de ces hommes dans sa hâte de fuir. Il n'aurait jamais imaginé que cette petite erreur provoquerait l'effondrement de tout son empire criminel, bâti sur de longues années. En écoutant ses aveux, mon sang bouillait. J'avais envie de me précipiter et de le battre à mort, mais je me suis retenu. Je savais que sa punition serait le verdict de la justice, un jugement à la hauteur des crimes impardonnables qu'il avait commis. L'enquête a révélé des vérités encore plus choquantes. L'organisation de Moreau était également liée à un réseau qui fournissait des organes à des cliniques privées et des cabinets illégaux. Il ne s'en prenait pas seulement aux morts, mais aussi aux vivants, comme les sans-abri ou les personnes isolées. L'affaire a secoué tout le pays. Les mailles du filet de la justice sont larges, mais rien n'y échappe. Finalement,
La justice a été rendue. Une semaine plus tard, après la fin de toutes les procédures médico-légales, le corps d'Élise a enfin été rendu à la famille. Cette semaine a semblé une éternité. Je n'ai presque pas dormi. Mon esprit était constamment en état d'alerte, suivant les nouvelles de l'affaire tout en préparant les funérailles de ma femme. Mes beaux-parents, en apprenant toute la vérité, se sont complètement effondrés. Ma belle-mère s'est évanouie plusieurs fois, et mon beau-père a vieilli de 10 ans en quelques jours. La douleur de perdre leur fille une deuxième fois était bien plus terrible que la première. Ces funérailles n'ont pas été grandioses, seuls les plus proches étaient réunis. Il n'y avait plus de cris de lamentation ni de pleurs déchirants, seulement le silence et une profonde tristesse. Nous voulions offrir à Élise un adieu le plus paisible et serein possible. J'ai habillé ma femme d'une nouvelle robe, de la couleur des lits blancs immaculés. J'ai recoiffé ses longs cheveux et y ai glissé une petite fleur de jasmin. Voir son visage pour la dernière fois m'a brisé le cœur. J'ai pris sa main froide et j'y ai remis le bracelet en argent. « Élise, ai-je murmuré, pars en paix maintenant. Tout est fini. Ces monstres ont payé leurs dettes. Repose en paix maintenant. N'aie plus de regrets pour ce monde. » Chloé, dans une petite robe blanche, se tenait à mes côtés. Elle ne pleurait plus beaucoup. Peut-être que cette tragédie était trop difficile à comprendre pour elle. Ou peut-être essayait-elle d'être forte pour soutenir son père, sentant ma douleur. Elle a glissé dans la main de sa mère un dessin qu'elle avait fait elle-même. Un dessin de papa, maman et elle, se tenant la main et souriant sous le soleil. Maman, sa voix était claire. Chloé t'aime très fort. Fais de beaux rêves, maman. Nous avons ramené Élise à son lieu de repos initial. La tombe a été reconstruite, plus propre et plus digne. Au moment de la descente du cercueil, j'ai serré fort la main de ma fille. Cette fois, je ne ressentais plus d'angoisse ni de peur, seulement une étrange sérénité. Je savais que cette fois, ma femme pourrait vraiment reposer en paix. Son âme était enfin libérée. Après avoir refermé la tombe, Chloé et moi avons déposé un grand bouquet de lys blancs. Nous sommes restés là un long moment, regardant la fumée d'une bougie s'élever vers le ciel. La faible lumière du soir tombait, l'air était vraiment paisible. « Papa ?» Chloé a tiré sur ma manche. « On reviendra voir maman, hein ?» Je me suis penché. J'ai pris ma fille dans mes bras, et j'ai hoché la tête. « Oui, on viendra souvent voir maman. Papa te le promet. » Sur le chemin du retour, j'ai regardé dans le rétroviseur. La tombe d'Élise devenait de plus en plus petite, jusqu'à disparaître derrière les arbres. « Adieu, mon amour. Tu seras toujours dans mon cœur et celui de notre fille. Repose en paix. » Le trajet du cimetière à la maison m'a semblé interminable. Je conduisais lentement, ne voulant pas briser le silence dans la voiture. Chloé était assise à l'arrière, regardant tranquillement par la fenêtre. Elle ne disait rien, mais je savais qu'elle avait beaucoup de questions en tête. Les enfants sont sensibles. Ils ressentent tout, même ce que les adultes essaient de leur cacher. Alors que nous approchions de la maison, elle a doucement rompu le silence. « Papa ? Oui, je suis là. Est-ce que maman est heureuse maintenant ?» La question innocente de ma fille m'a serré le cœur. Que lui répondre ? Heureuse. Après avoir vécu une chose aussi horrible, comment pourrait-elle être heureuse ? Mais je ne pouvais pas lui dire cette cruelle vérité. Elle était trop jeune. J'ai garé la voiture sur le bord de la route, je me suis retourné pour la regarder. J'ai essayé de lui faire le sourire le plus doux possible. « Oui, ma chérie, maman est très heureuse maintenant. » « Vraiment ?» Ses yeux se sont un peu illuminés. « Oui, vraiment. » J'ai hoché la tête, lui caressant doucement les cheveux. « Pensez. Les méchants qui dérangeaient le sommeil de maman sont tous en prison maintenant. Maman n'est plus dérangée. Elle a même déménagé dans une nouvelle maison, plus jolie et plus solide. Et le plus important, c'est que maman sait que papa et Chloé l'aiment et pensent toujours à elle. Alors, elle est sûrement très heureuse et en paix. » Chloé a réfléchi un instant, puis a hoché la tête. « Alors, tant mieux. J'avais juste peur que maman soit triste. » Elle a appuyé sa tête contre le siège et m'a regardé. « Et toi, papa, tu es triste ?» La question de ma fille m'a de nouveau laissé sans voix. Si j'étais triste, la réponse était oui. J'étais triste à en mourir, mais je ne pouvais pas me permettre de m'effondrer devant elle. J'étais maintenant son seul pilier. Papa est un peu triste aussi, ai-je admis.
Maman me manque beaucoup. Mais papa est aussi très content d'avoir enfin aidé maman à reposer en paix. Et puis, j'ai ma Chloé à mes côtés. Tant que j'ai Chloé, papa ne tombera jamais. J'ai ouvert les bras, et Chloé, comprenant mon geste, est passée à l'avant et s'est blottie contre moi. Je l'ai serrée fort. La chaleur de son petit corps était comme un baume magique qui guérissait lentement les blessures de mon cœur. Sa chaleur, l'odeur de ses cheveux, tout me rappelait que je n'étais pas seul. J'avais encore une raison de vivre, une raison de continuer à me battre. « Je t'aime, papa », a-t-elle murmuré à mon oreille. « Moi aussi, je t'aime, ma fille. » Très fort. J'ai déposé un baiser sur le sommet de sa tête. Les larmes me sont de nouveau montées aux yeux. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de gratitude et d'espoir. Je savais que notre chemin serait encore semé d'embûches. La douleur de la perte d'Élise ne disparaîtrait jamais complètement. Mais en regardant ma petite fille dans mes bras, je croyais que nous pourrions tout surmonter. Son amour et son innocence seraient ma force et ma lumière pour traverser les jours les plus sombres. Et Élise, au ciel, sourirait sûrement et nous bénirait. La vie a lentement repris son cours, mais rien n'était plus comme avant. La maison était toujours silencieuse, marquée par l'absence d'une personne. Le manque d'Élise se faisait sentir dans chaque recoin, à chaque repas, à chaque coucher. Parfois, la nuit, je cherchais par habitude la chaleur familière à côté de moi, pour ne trouver qu'un espace vide et froid, ce qui me réveillait en sursaut. Cette douleur m'accompagnerait probablement toute ma vie. Mais je ne me suis pas laissé abattre. J'avais Chloé. Elle était le moteur de ma vie, le petit soleil qui illuminait mon existence sombre. Chaque matin, en me levant et en voyant son sourire, en l'entendant jacasser, toute ma fatigue semblait s'envoler. Je réalisais que je ne vivais plus seulement pour moi, mais que je devais aussi vivre pour Élise et élever notre fille pour qu'elle devienne une femme formidable. Après le choc initial, mes beaux-parents ont aussi progressivement repris des forces. Ils nous ont choyés, Chloé et moi, plus que jamais. Presque tous les week-ends, ils venaient voir leur petite fille ou nous invitaient à manger chez eux. Ma belle-mère ne pleurait plus autant. Elle déversait tout son amour sur sa seule petite fille. Elle lui préparait ses plats préférés, lui achetait de jolis vêtements et lui racontait des histoires de l'enfance de sa mère, Élise. Leur amour était comme une corde solide qui nous a réunis après la tempête. En regardant mon beau-père, pensif, un verre à la main lors d'un repas de famille, et ma belle-mère qui servait affectueusement ma fille et moi, j'ai réalisé une chose. L'amour a vraiment un pouvoir miraculeux. Il ne fait pas disparaître la douleur, mais il donne la force de l'affronter et de la surmonter. Sans eux et sans Chloé, je n'aurais probablement pas tenu. J'ai commencé à apprendre à être un vrai père célibataire. J'ai appris à tresser les cheveux de ma fille, à cuisiner ses plats préférés, à écouter patiemment ses histoires décousues. Les choses qu'Élise faisait toujours, je devais maintenant les faire moi-même. C'était difficile et fatigant, mais rempli de joie et de bonheur. Chaque fois que Chloé se vantait à ses amis, en disant « Mon papa est un super-héros, il sait tout faire », mon cœur se réchauffait étrangement. J'ai aussi réalisé que le combat pour la justice d'Élise s'était terminé au tribunal, mais qu'il continuait dans ma vie. La justice, ce n'était pas seulement punir les méchants, c'était aussi vivre une vie vraiment bonne, une vie heureuse, pour que la personne partie puisse sourire de l'au-delà. Je devais vivre avec force. Je devais élever Chloé pour qu'elle devienne une personne aussi bonne et aimante que sa mère. C'était la meilleure façon de me venger de ces monstres. L'amour d'Élise, même si elle n'était plus de ce monde, était toujours présent. Il était dans le sourire de Chloé, dans l'attention de mes beaux-parents et dans mon propre cœur. Cet amour, avec les liens familiaux, est devenu une forteresse solide qui me protégeait de toutes les tempêtes de la vie. Je savais que je n'étais plus seul dans ce voyage. 5 ans ont passé en un clin d'œil. La ville a beaucoup changé. De nouvelles routes ont été construites, des gratte-ciel ont poussé. La vie était toujours aussi trépidante et animée. Mais dans notre petite maison, le temps semblait s'écouler plus paisiblement et plus lentement. Chloé était maintenant en CM2. Elle avait grandi, était devenue belle, et ressemblait de plus en plus à sa mère. Toujours ses grands yeux noirs, mais maintenant ils brillaient d'intelligence. Elle était très bonne élève, première de sa classe chaque année, ma fierté. Après les terribles événements du passé, j'ai quitté mon ancien travail et j'ai ouvert une petite librairie près de la maison.
Je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais cela m'apportait la paix de l'esprit, et surtout, plus de temps avec ma fille. Chaque après-midi, après l'école, Chloé courait à la librairie pour me raconter avec enthousiasme sa journée. L'image de ma fille assise près de la fenêtre, lisant assidûment sous le soleil jaune de l'après-midi, était le plus beau tableau de ma vie. Nous allions encore souvent sur la tombe d'Élise. La tombe était toujours propre, couverte de lys blanc. À chaque visite, Chloé racontait à sa mère ses résultats scolaires et les moments joyeux de sa classe. Je restais simplement là, en silence, à regarder la mère et la fille converser. Je crois que quelque part, Élise veillait toujours sur notre fille et était fière d'elle. L'affaire s'est conclue par des peines de prison à perpétuité pour Moreau et sa bande. La justice a été rendue, mais les blessures dans mon cœur et celui de ma famille ne guériront jamais complètement. Parfois, en rêve, je revois encore la scène horrible de cette usine abandonnée. Mais je n'ai plus peur. J'ai appris à y faire face, à vivre avec. Un soir de week-end, nous étions assis sur le balcon, ma fille et moi, à regarder les étoiles. Chloé a posé sa tête sur mon épaule. « Papa » a-t-elle demandé soudainement. « Quand je serai grande, je veux être policière, comme le commissaire Dubois. » J'ai regardé ma fille, surpris. « Pourquoi ? Pour arrêter tous les méchants » a-t-elle dit d'une voix déterminée. « Pour qu'il n'y ait plus d'amis qui soient séparés de leur maman comme moi. » J'ai été laissé sans voix, le nez me piquant. J'ai serré ma fille plus fort que jamais. Ma petite fille avait vraiment grandi. Elle n'avait pas seulement hérité de la beauté de sa mère, mais aussi de son cœur bon et fort. Oui, je suis sûr que tu y arriveras, ma chérie. Nous sommes restés assis ainsi sous le ciel étoilé. Mon cœur était étrangement en paix. La vie m'avait pris la femme que j'aimais le plus, mais elle m'avait offert en retour une fille merveilleuse. La douleur était toujours là, mais le bonheur et l'espoir germaient aussi. Notre petite famille, bien qu'incomplète, était toujours remplie d'amour et de rire. Et je savais que c'était la fin la plus heureuse qu'Élise aurait toujours souhaitée pour nous. Elle, comme l'étoile la plus brillante dans le ciel nocturne, vivrait éternellement dans nos cœurs, nous guidant vers un avenir paisible et heureux.